Et bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci à la Maison Russe des Sciences et de la Culture à Paris, comme d'habitude, d'avoir organisé cette rencontre et de l'avoir organisée avec brio. Et évidemment, merci à Oleg Kononenko d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais tout de suite passer aux questions parce que c'est ça que tout le monde attend. Oleg Mitrievich, bonsoir. Encore une fois, merci d'être avec nous. Oleg Mitrievich, vous êtes la sixième personne au monde à avoir passé le plus de temps dans l'espace. Vous êtes resté 736 jours dans l'espace, c'est-à-dire environ 2 ans, en 4 missions. La première a eu lieu en 2008 et la quatrième, et j'espère pas la dernière, en 2018. J'ai lu que votre sélection de cosmonautes a été un peu particulière. À l'époque, vous travailliez pour CSKB Progress à Samara, l'entreprise qui construit la fusée Soyouz. Mais cette entreprise n'a pas de cosmonautes. Alors, vous avez été transféré dans une autre entreprise, RKK Energia. Racontez-nous, comment êtes-vous devenu cosmonaute? Comment tout cela s'est-il passé? Bonjour tout le monde. Merci Nicolas et merci à la Maison russe des sciences de la culture. Je suis fière de participer à votre programme et je serai ravie de parler à nos spectateurs. Nicolas, quand j'ai été sélectionné, donc à la fin des années 90, étaient sélectionnés soit les ingénieurs, soit les aviateurs des forces aériennes. Et moi, j'étais au CSKB, je m'occupais de l'élaboration des satellites. Et quand je suis devenu constructeur en chef, ingénieur en chef, j'ai décidé d'essayer de devenir cosmonaute, de réaliser mon rêve d'enfance. Ce n'était pas facile parce que donc à Samara, il n'y avait pas de possibilité donc pour ça, mais on m'a aidé. C'est Dmitri Kozlov, académicien, qui m'a beaucoup aidé. C'était un des adjoints de Sergei Korolev. Il a cru en moi et il m'a aidé. Je n'entends plus l'orateur. Je n'entends plus l'orateur. Non, mais je pense que la réponse est terminée, mais merci beaucoup Oleg. Alors aujourd'hui, donc vous êtes cosmonaute, comme j'ai dit, vous avez volé 4 fois, et donc vous travaillez au centre d'entraînement des cosmonautes, le TSEPK. Euh, Parlez-nous du TSEPK. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à former les cosmonautes sur le nouveau module Nauka ou sur le futur vaisseau Oriole? Dites-nous quels sont les grands projets du TSEPK aujourd'hui et quels sont les équipements que vous utilisez pour entraîner les cosmonautes? Oui, Nicolas, je suis toujours cosmonaute. Je me prépare à mon prochain vol. Le centre de préparation, d'entraînement justifie tout à fait son nom. Non seulement ils vivent là-bas, mais ils se préparent, ils s'entraînent là-bas. Et dans notre centre, nous avons des simulateurs, un des simulateurs pour le vaisseau Soyouz, par exemple, qui peut simuler toutes les étapes de vol du vaisseau. Nous avons le segment russe de l'ISS où nous nous entraînons, nous faisons des essais, simulons des essais, des travaux de maintenance. Nous avons aussi l'hydrolaboratoire où nous simulons les sorties dans l'espace. Nous avons maintenant un nouveau simulateur, une nouvelle maquette. C'est une nouvelle maquette d'un nouveau module et donc ça va voler bientôt. Nous travaillons dessus. Dans le laboratoire, nous simulons les sorties dans l'espace parce que le nouveau module demandera plus de 11 sorties dans l'espace. Pour le rôle, le vaisseau rôle, euh, c'est RKK Energy qui le fabrique et le TSEPK fait de la documentation pour créer des simulateurs pour ce vaisseau. Donc, nous planifions de travailler dessus
Je vais participer à des entraînements autonomes parce que si on effectue des vols sur la Lune, sur Mars, cela va être un milieu très limité. Il y aura très peu de séances de communication entre le cosmonaute, la Terre, etc. Ça sera difficile parce qu'il y aura peu de suggestions venant de la Terre. Il faudra avoir un bon jugement, bien évaluer la situation et donc il faut se préparer à cela. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant tout cela, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le présent, quel type d'épreuves, quel type d'entraînement sont prévus pour former les cosmonautes russes? Comment est-ce que tout cela se déroule? Alors, nous avons un département de formation qui nous propose des plannings. Cela dépend des étapes de ma préparation. Il y a donc des spécialisations. Il y a différents types de préparation. Par exemple, la survie. Je me suis entraînée pour la survie en montagne, la survie en hiver, parce que quand il y a une descente d'urgence, je peux atterrir à n'importe quel endroit de la Terre. Je dois être préparé. Donc, je dois avoir ces capacités de survie sur mer, en montagne, partout, en hiver, en été, au printemps, partout. Voilà, je fais ce type d'entraînement. Puis ensuite, je je suis des conférences. On me parle des changements dans par exemple, dans les stations orbitales, les vaisseaux. Euh, et il y a parfois des incidents lors de l'arrimage. Quand il y a le Progress, Soyuz, les vaisseaux qui sont arrimés de manière mécanique. Donc voilà, et ça, il faut s'entraîner pour cela. Et alors là, vous parlez d'entraînement technique. Quand vous êtes dans l'espace, vous êtes quelques cosmonautes enfermés dans un petit volume pendant plusieurs mois, ce qui pose aussi des questions psychologiques. Est-ce que vous avez un entraînement psychologique et avant les vols, est-ce que vous êtes testé sur la compatibilité psychologique avec vos futurs partenaires? Oui, en fait, le nombre de cosmonautes, astronautes est très étroit et pratiquement nous nous connaissons tous. Nous avons des Américains qui viennent au centre, nous avons des Russes qui vont en Europe, aux États-Unis. Donc, nous nous connaissons. En termes de psychologie, nous avons des exigences psychologiques très strictes lors de la sélection. Et quand on est sélectionné, quand on est en train de nous préparer, évidemment, les psychologues nous suivent et mènent des tests de correction. Ils voient nos côtés faibles, par exemple, dans le milieu social. Par exemple, si un cosmonaute est trop fugueux ou alors trop motivé, cette motivation peut être un facteur de gêne. Alors, dans ce cas, on fait des corrections. Mais en gros, dans n'importe quelle équipe, américaine, européenne, russe, ce sont des gens très éduqués, très socialisés. Et psychologiquement, les équipages ne se forment pas du point de vue psychologique. Les Américains nomment leur représentant, nous le nôtre, les Européens le leur. Et nous savons que la préparation nous prend 1 à 2 ans pour un vol. Et cela nous permet de nous connaître mieux. Et évidemment, on communique, on se fréquente en famille. Et si, par exemple, il y a une pause, nous pouvons faire des loisirs ensemble. Et donc, le Cosmos, c'est une grande famille amicale. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, en 2018, il y a un peu plus de 2 ans, vous avez réalisé une sortie dans l'espace dont on a beaucoup parlé. Vous étiez allé découper le morceau d'un vaisseau Soyouz pour aller chercher l'origine d'une fuite. Ça a donné lieu à des images extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela s'est-il passé?
Alors, pour la sortie, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été difficile, cette sortie. Hein. Malgré cette facilité apparente, j'avais juste mes ciseaux et un couteau, hein, en tout et pour tout. Hein. Donc, cela n'a pas été facile. Ça a été plutôt inhabituel. Et comme ça a été écrit dans la presse, cette sortie a été sans précédent de par sa complication, difficulté. Mais j'étais avec Sergei Prokopiev. La tâche était la suivante. Il fallait aller jusqu'au vaisseau MS-09. Il fallait trouver le revêtement de protection thermique, ouvrir ça, et puis donc ouvrir ça à l'endroit où il y avait cette fuite, parce que peut-être le module de survie, il y avait un problème, et donc il fallait découper un morceau, le retourner sur Terre. Cela n'a pas été facile d'y accéder. On a utilisé 2 flèches mécaniques. Et il n'y a pas d'endroit de fixation sur Soyouz. Donc, Sergei a essayé de me fixer. Il me tenait par les pieds, les jambes, par le corps. Et on a réalisé cette tâche. On n'a pas déchiré nos scaphandres. Nous sommes restés vivants. Nous avons dépensé 7h46 pour cette sortie et on est revenu vivant, on a tout réalisé, on a découpé ce morceau de métal, il a été retourné sur Terre et voilà. Alors, merci beaucoup. Je vous rassure, personne en vous regardant à la télé n'a imaginé que cette sortie avait été facile. Hein. Alors, déjà, 10 ans plus tôt, en 2008, vous étiez sur votre premier vol avec Sergei Volkov. Et déjà, à l'époque, vous aviez réalisé une sortie un petit peu particulière, puisque déjà, vous étiez descendu sur votre propre vaisseau Soyouz pour démonter un matériel et le ramener à bord. Alors, est-ce que l'expérience, au final, des 2 sorties, à 10 ans d'écart, était un petit peu similaire? C'est pratiquement la même chose. Oui, je plaisante. Vous savez, je dis que la sortie sur Soyouz, c'est toujours Oleg et Sergei qui le font. En 2018, c'était Sergei Prokopiev et Oleg Kononenko. En 2008, ça a été un autre problème. L'équipage, donc Yuri Malech, Sayoun, qui était avec nous, il devait revenir. Et donc, le mode de descente était balistique. Et donc, en fait, c'était pas facile. Et, donc, cette descente était une descente d'urgence. Et nous, notre tâche, c'était de sortir et ouvrir, démonter ces installations. Pour moi, ça a été une première sortie et beaucoup se doutent, ils doutaient qu'on puisse le faire, mais on l'a réalisé. Notre vaisseau était arrimé donc à la station et on a dû aller jusqu'au segment américain. Donc, c'est un bloc fonctionnel et donc on a dû aller là-bas. Ah oui, d'accord, d'accord. Alors, toujours sur votre premier vol, en 2008, vous aviez accueilli notre tout premier vaisseau spatial européen ATV, le Jules Verne. C'était la première fois qu'il volait et c'est vous qui étiez dans l'espace à ce moment-là. Alors, qu'avez-vous pensé de notre vaisseau? Я вообще страшно везучий в этом плане, потому что из 5 кораблей ATV я по 4 проходил подготовку и 2 принимал на борту, первый и третий. Sur ce plan, donc, sur 4 vaisseaux, j'ai créé 2 au bord de l'ISS. Donc Jules Verne
c'est un vaisseau spatial. J'apprécie beaucoup. C'est magnifique comme vaisseau spatial. Les compartiments, en quelque sorte, chambres, étaient tout coupés. J'ai mis mon duvet dans cette chambre, donc j'apprécie beaucoup l'intérieur. C'était bien organisé, c'était propre. Quand nous se sommes mis à charger les matériaux utilisés, la Terre, le centre, a essayé de me mettre dans la chambre, mais bon, j'ai préféré de rester à Jules Verne. Donc, l'équipement était simple à utiliser, logique, et j'apprécie beaucoup le temps de travail avec ce vaisseau spatial. Eh ben, je suis très content qu'il vous ait plu. Maintenant, je voudrais parler de votre deuxième vol, donc, qui a eu lieu en 2012. Alors, à l'époque, on avait dit dans la presse que votre atterrissage avait été plus difficile que prévu. Et je me rappelle que la traditionnelle cérémonie de bienvenue qui a lieu d'habitude à Koustanaï, au Kazakhstan, avait même dû être annulée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'était passé lors de ce deuxième atterrissage? Вы знаете, второй выход не был сложным, он был La deuxième sortie extravéhiculaire n'était pas très difficile. J'ai passé 192 jours dans ce vol. Nous, les cosmonautes, on ne peut pas dire qu'on en est superstitieux, mais la tradition, c'est que quelqu'un qui établit la tradition, il est suivi. La tradition est suivie. Donc, après le premier vol, c'était 200 jours, et après le premier vol, mon état, je me sentais mal à l'aise. Et après chaque vol, l'équipe de sauvetage me récupère. En fait, à cause de ces difficultés, donc pour la deuxième fois, j'étais transféré directement depuis l'hélicoptère à Koustanaï vers l'avion. Donc, mais après troisième, quatrième vol, je me suis habitué, mon organisme s'est habitué à ce régime, si on peut le dire, et il n'y avait pas de problème sur ce plan-là. Alors, lors de votre troisième vol, donc, qui a eu lieu en 2015, vous avez eu un problème assez impressionnant puisque l'un des deux panneaux solaires de votre vaisseau Soyouz ne s'était pas déployé. Alors, qu'avez-vous dû faire? Est-ce que vous aviez suffisamment d'électricité avec un seul panneau solaire? Et est-ce qu'on a compris pourquoi il n'avait pas fonctionné, ce panneau solaire? Ну, действительно, после выведения левая солнечная батарея не раскрылась. Alors, c'est vrai, la batterie solaire de gauche ne s'est pas déployée correctement. Mais le vaisseau spatial est modernisé régulièrement. Et chaque fois, chacun des 4 mois, c'était le vol sur une nouvelle version. Donc, et les batteries solaires étaient modernisées. Et les batteries accumulateurs, pareil. Donc, les panneaux des batteries solaires étaient modernisés. Et donc, ils étaient plus puissants. Et alors, une seule batterie solaire, c'est bien suffisant pour moi pour effectuer le vol. Et alors, au moment d'accostage, arrimage, donc la batterie solaire a réussi de se déployer au moment
arrimage. Donc, le poinçage s'est passé, comme on l'a établi après l'analyse, à cause de l'élargissement du métal lié à changement des températures. Mais sinon, ça s'est mis à fonctionner correctement après l'arrimage et finalement, la quantité de l'électricité était suffisante. Et heureusement. Pour vous. Alors, les Américains ont maintenant un nouveau vaisseau, le Crew Dragon de SpaceX. Ils en auront bientôt un deuxième, on l'espère, le Starliner de Boeing. Les cosmonautes russes, vos collègues russes, vont-ils voler sur ces vaisseaux? Вы знаете, мне присылали даже скрин с твиттера Илона En Маска. fait, j'ai reçu même un jour en screen une image de l'écran d'Elon Musk, là où c'était écrit que c'est un commandant de l'expédition qui est vraiment une personne heureuse. Il est heureux comme chef de l'expédition. Parce qu'en fait, il était sur l'ISS au moment de l'arrivée de Crew Dragon. Donc, ce genre de vol que vous avez évoqué, c'est important du point de vue des relations internationales, mais y compris du point de vue de vérification des systèmes techniques. Parce que, et alors, les pourparlers se déroulent, c'est important, il faut prévoir la présence d'une partie de contrepartie à l'ISS et les négociations sont menées. Donc, ce sera finalement, ça aboutira à un succès. Donc, nos pourparlers concernant notre usage commun de ces vaisseaux spatiaux. D'accord. Alors, très récemment, il y a quelques semaines, on a annoncé une nouvelle sélection de cosmonautes russes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette sélection? Ну, отбор комплексный, он... Donc, cette sélection est complexe, à multi-étapes. Il est effectué selon les documents. Le candidat, il doit présenter les documents pour sa formation, sur son stage. Il est préférable qu'il soit un spécialiste dans le domaine spatial. Donc, il y a une liste des professions sur le site de Roscosmos. En cas de coïncidence des critères, des points réels du CV, il y a une sélection physique, des capacités de l'organisme. Donc, parce que de toute façon, l'espace, c'est un endroit difficile, donc il faut être prêt. Puis, il y a d'autres étapes. Donc, puis, les candidats sont par une grande commission élargie. Et puis, finalement, elle prend la décision sur les candidatures. Alors, sur la sélection précédente, le CPK avait annoncé que 8 cosmonautes étaient reçus et au final, seulement 7 ont été qualifiés et Yevgeny Prokopiev ne l'a pas été. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être qu'est-ce qui s'est passé? Действительно, в 2018 году было отобрано 8 кандидатов. Il est vrai qu'en 2018, il y avait 8 candidats qui étaient destinés à passer la préparation générale spatiale. Donc, ces gens, les ingénieurs, les aviateurs, ils passent la préparation, puis ils passent les examens d'État et ils reçoivent la qualification des cosmonautes. C'est un cosmonaute
notre examen est très complexe. Il y a quelques personnes dans la commission. Et donc, il y a cette question. C'est une situation de grand stress. Donc, et il faut savoir passer cet examen. On l'appelle en quelque sorte examen solennel ou en quelque sorte examen de défilé. Et malheureusement, un des participants a passé cet examen avec une note qui ne lui permettait pas de continuer sa participation au programme. Donc, il y a un seuil qui établit une note satisfaisante. D'accord, d'accord. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une femme russe voler dans l'espace. La dernière était Elena Serova. J'ai lu dans la presse russe que beaucoup de vos compatriotes sont déçus de ne pas voir davantage de cosmonautes féminines. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'il y en ait si peu? Николя, вы знаете, я сейчас статистику не помню, но вот... Alors, Nicolas, vous connaissez, je me rappelle plus de la statistique. Donc, il y avait plusieurs femmes et elles ont passé la commission, elles n'ont pas passé la commission médicale. J'aimerais remarquer que les femmes qui n'ont pas passé la commission, ces candidates, elles ont eu un très bon niveau de la formation. Elles ont été très bien formées, elles ont reçu une bonne formation, éducation, certaines avaient un degré universitaire, mais certaines avaient des problèmes de santé. Et donc, je pense que certaines d'entre elles peuvent résoudre ces problèmes et candidater encore. Donc, nous attendons les femmes, mais parmi les femmes... Et alors, il y a quelques mois, vous aviez annoncé, vous aviez indiqué dans la presse que vous pourriez voler en 2022 avec Anna Kikina. Alors, votre jeune cosmonaute russe. Alors, est-ce que vous confirmez que vous allez voler avec Anna Kikina? Oui, l'année 2020, ça s'est déjà passé. Donc, il y a encore beaucoup de données qui ne sont pas claires parce que là, on parle de vol croisé. Et peut-être que si c'est le cas, il peut y avoir des Américains, des Européens, je ne sais pas encore. Mais maintenant, vous savez, le planning des vols est très flexible. Anya est dans le groupe, donc elle est dans le groupe dans lequel on va sélectionner justement des candidats. Il y a 3 groupes de spécialisation. Le 3e groupe, c'est des candidats qui sont devenus cosmonautes. Le 1er groupe, ce sont ceux qui ont fait des vols déjà. Et le 2e groupe, ce sont ceux qui n'ont pas volé, mais qui sont prêts à être sélectionnés comme membres de l'équipage. Et donc, Anya, de toute façon, dans 1 an, 2 ans, elle va être nommée au sein de cet équipage de vol. Donc, le plus important, c'est la santé, parce que les exigences sont très strictes
Bien sûr, bien sûr. Et Euh, alors, Roscosmos prévoit de tourner un film dans l'espace. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Ну, дело все в том, что это все vous savez, c'est un grand secret, c'est tenu secret pour attirer l'attention, l'intérêt de la société. Je ne peux pas parler du sujet maintenant, mais un certain nombre d'actrices russes, à partir de ce lundi, passent des tests médicaux, une sélection médicale. Mais je ne peux pas vous parler des détails. Après cette sélection, elles vont être formées, mais cela va être une formation courte de 4-5 mois. Et comme ça, Roscosmos va donc justement tester cette préparation courte pour tous ceux qui peuvent effectuer des vols. Et à l'automne, ils vont aller à l'ISS pour le tournage de ce film. Mais le sujet, je ne sais pas. Je ne peux pas en parler. Eh ben, en tout cas, on est très impatient de voir ça et on est très impatient de voir le film. Alors, Oleg, est-ce que vous-même, vous envisagez de repartir dans Он l'espace? Parce que si планируется vous в faites un апреле 5e следующего vol, vous года. pourriez battre le Ça, record du monde de durée. Николай, я уже сказал, да, я готовлюсь к vous космическим savez, войскам. oui, je me prépare à un autre vol. Mon opinion, c'est que le cosmos, ce n'est pas une sorte d'arène sportive, vous savez. Pour tout ce qui est des records, cela me laisse assez indifférent. Mais bien sûr, quand on établit des records, c'est fait pour être battu par la prochaine génération. Mais pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est le programme de vol. Qu'est-ce que je vais y faire? Quel sera mon travail là-bas? Donc, évidemment, mes 4 vols sont tous intéressants. Chaque vol a été unique. Et j'ai travaillé. Ça a été passionnant. C'était des travaux qui étaient liés à l'impression 3D, tissu humain, thyroïde de la chauve-souris, etc. Et puis, bon, lors du premier vol, j'ai effectué cette sortie unique. Donc, vous savez, ce qui me plaît le plus, ce qui m'intéresse, c'est le travail que j'effectue dans l'espace. Je suis un fanat des vols. Et est-ce qu'il y aura des records ou pas? Ça m'indiffère, en fait, à vrai dire. C'est le travail qui importe. Ce qui me plaît, c'est John Young. 26 ans se sont écoulés entre son premier vol et son dernier vol. Ça, c'est un record qui me plaît. Il a travaillé 26 ans dans sa profession. Il était prêt à voler dans l'espace. Ça, c'est un record. Il a vraiment duré. Oui, 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 effectivement. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement cosmonaute, vous êtes aussi le chef des cosmonautes russes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Est-ce que c'est vous qui choisissez quel cosmonaute va voler sur quel vaisseau? Je participe au processus de sélection et de composition de l'équipage. J'ai beaucoup de travail administratif parce que les cosmonautes, ce sont des gens qui sont des terriens. Ils ont aussi des problèmes comme tout être humain. Et du point de vue administratif, donc je résous tous ces problèmes. Je signe, voilà, quand les cosmonautes s'en vont en vacances, je signe les papiers. Donc, je résous les problèmes administratifs. En tant que commandant, j'ai beaucoup de soucis. Et aujourd'hui, cette année, c'est le 60e anniversaire du vol habité de Gagarine. Et il y a beaucoup d'invitations qui m'arrivent. Et donc, je dois
parler avec chaque cosmonaute. Actuellement, je travaille à distance et je dois sélectionner des cosmonautes. Je dois voilà, le persuader dans tel ou tel cas. Bon, c'est un travail administratif. D'accord. Et alors, on a dit que des articles de presse russes ont dit que donc le groupe des cosmonautes russes pourrait ne plus dépendre du CPK, mais dépendre directement de Roscosmos. Alors, est-ce que c'est vrai? Et si oui, quel serait l'intérêt de ce changement? Ну, вы знаете, уже действительно отряд существует 60 лет, и наверное, невозможно. Ça fait 60 ans qu'existe cette équipe de cosmonautes et on ne peut pas être tout le temps. En fait, notre pays a changé. La forme de propriété des entreprises change aussi. Et donc, l'équipe doit participer plus activement à la vie, hein, au travail. Et donc, la direction a quelques considérations. Si on me demande ce que j'en pense, je peux le dire. Mais peu de choses dépendent de moi dans ce sens. Si une décision est prise, elle va être prise à un autre niveau. Ce n'est pas de mon ressort. Je pense qu'il doit y avoir des changements parce que ça fait 60 ans hein, qu'existe cette équipe et on ne peut pas toujours avoir la même chose. Donc, qui vivra verra. Il y a beaucoup de pensées, de rumeurs qui courent. Donc, on verra ce qui adviendra de tout cela. Eh ben, merci beaucoup, Oleg Mitrievitch. Alors, je suis arrivé au bout des questions que j'avais prévu de poser. Il nous reste encore un petit peu de temps et on a quelques personnes sur le chat qui vous posent des questions intéressantes. Et par exemple, Didier nous demande s'il est possible pour des touristes, et peut-être pour des touristes français, de venir visiter le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Ну, наверное. Oui, peut-être. Malheureusement, moi, je m'occupe pas du tourisme cosmique, mais si quand même on peut googler, il y a des compagnies qui font des visites spéciales. Lorsque moi j'ai été au Cosmodrome Baïkonour, moi j'ai vu beaucoup de touristes et donc je suis presque persuadée que c'est possible, mais moi je le fais pas. D'accord. Alors, et cela dit, ça m'amène une question, puisqu'on a parlé du projet de film dans l'espace, mais la presse parle aussi d'un projet cette année d'envoyer des touristes sur la Station spatiale internationale. Alors, est-ce que c'est un vrai projet? Est-ce que vous confirmez ce projet? Et qu'est-ce que vous pensez du tourisme spatial? Ну, насколько я понимаю, что космических туристов отбирает... En tout ce que je comprends, c'est Space Adventures qui choisit les touristes dans l'espace et c'est eux qui concluent l'accord avec le Roscosmos et pour ce vol-là. Et moi, je comprends qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour prendre le même vol que nous, avec nous, sur le vaisseau spatial Soyuz. Il y en a des touristes qui souhaitent le faire. D'accord. On a une question d'Isabelle qui revient sur la question des femmes cosmonautes et qui demande si vos critères de sélection en Russie ne seraient-ils pas trop sévères ou trop durs pour que des femmes puissent les satisfaire. Ну, дело в том, что... Le fait est que vous voyez, peut-être moi je suis trop pathétique, mais l'espace ne permet pas d'erreur et il ne pardonne pas ses erreurs. Et en fait, si jamais il arrive quelque chose, si la santé d'une personne, d'une femme quand même n'est pas bonne, c'est pour ça les critères sont bien sévères et puis cette faute ne sera pas pardonnée si jamais il arrive quelque chose.
Puis, je ne peux pas vous dire exactement quels sont les critères pour les femmes, s'ils sont plus sévères ou non. Mais quand même, pour travailler depuis longtemps dans l'espace, quand même, elle demande, c'est même l'exigence, la santé impeccable. Et nos partenaires aussi, les Européens et les Américains aussi, ils ont les mêmes exigences, si vous voulez. Quand même, ce n'est pas facile. C'est pour vivre depuis longtemps dans l'espace qui demande quand même ces critères. Et pour revenir en bonne santé aussi. D'accord, je vous remercie beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause et on va regarder une petite vidéo qui présente notamment les projets actuels. Et puis, pendant ce temps, les auditeurs peuvent poser encore quelques questions et puis on les posera à eux après. La vidéo dure quelques minutes. Allons-y. Хорошо.
Vous m'entendez, Oleg? Да, слышу. Oui, oui, Là, c'est on est bon. revenu. Le son est parti. Alors, après cette petite pause, donc je vous propose encore quelques questions. Isabelle nous pose une autre question très pertinente. Elle nous parle de la fuite qu'il y a actuellement dans le module Zvezda. Alors, est-ce que vous avez des informations sur l'origine de cette fuite et sur la façon qu'ont vos collègues de la réparer? Et Isabelle demande aussi si certains modules ne commenceraient-ils pas à devenir un petit peu vieux? Ну, я думаю, наверное, все-таки дело Je не... crois qu'il ne s'agit pas de modèle obsolète. Le corps du vaisseau est le corps du vaisseau. On peut pas inventer rien d'autre que des constructions actuelles. Le matériel du corpus, du corps de vaisseau est presque le même, comme chez nos partenaires. Et les spécialistes travaillent en fait sur les raisons de cette fuite. Et moi, je parlais à M. Sergei Rijikov et il m'a dit qu'il n'y avait que 2 trous de fuite. L'une de ces trous a été déjà réparée. Pour réparer la partie de la deuxième fuite, en fait, est un peu difficile parce qu'elle se trouve quand même dans le droit peu accessible, mais quand même, on travaille là-dessus. En fait, j'ai parlé à Sergei tout récemment et il continue à faire les réparations et je suis persuadée que quand même ça aboutira à la réussite. Et en fait, le temps et le rythme de cette fuite, elle n'est pas si grave et il ne pose pas de problème pour continuer le vol. Ben, on l'espère en tout cas. Et alors Stéphane, que je salue, demande dans quel état d'esprit vous étiez avant votre premier vol et si c'était pareil pour les vols suivants. Да, да, конечно. Oui, en fait, beaucoup de cosmonautes disent que en fait, peut-être le romantique passe avec le nombre de vols, mais moi, pour moi, ce n'est pas le cas. Moi, j'adore toujours mon travail. Oui, juste la seule chose, au moment de départ, j'ai plus d'euphorie que j'avais au mon premier vol, mais quand même, toujours, je sens la joie complète parce que j'adore mon travail. Et je vous comprends. Alors Camille pose une question un petit peu intime. Elle vous demande si vous avez eu peur pendant vos missions et si oui, si vous pouviez donner un exemple. Ну, мне кажется, все люди боятся чего-то. Toutes les personnes, elles ont peur de quelque chose. Ну, скажем так, может быть, это не страх, но переживание. Peut-être ce n'était pas peur, mais quand même, on a des inquiétudes. Tout d'abord, c'est au moment du départ, parce que toi, tu n'es pas responsable, c'est que la technique qui domine, qui prédomine, et si jamais il y a un souci, puis tu ne peux rien faire. Puis, pendant la sortie, il y a également des moments d'inquiétude. Et en fait, là, au moment où on te regarde lors du système de contrôle, quand même, tu t'inquiètes parce que tu es surveillé par des scientifiques, par des personnes qui ont fait beaucoup de choses afin que cette expérience soit valide et voit le jour. Moi, j'essaie de faire au maximum pour faire mon travail. Oui, quand même, j'ai peur, mais plutôt quelque part très profond. Mais je suis quand même sûre de mes connaissances et en plus de toutes les personnes qui font leur travail pour moi, pour nous. Je voudrais dire plutôt, j'ai pas de peur, mais juste je m'inquiète en tant que commandant pour mon équipage et pour le déroulé du vol. Alors, on a une question à propos de la Chine, puisque aujourd'hui, ça fait 20 ans que la Station spatiale internationale est habitée. Vous êtes très habitué de travailler avec des astronautes américains, européens, canadiens, japonais. Mais quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec les astronautes chinois? Ну,
С китайскими астронавтами. Avec les astronautes chinois, j'étais pendant l'entraînement, pendant la préparation en vol. Ils sont laborieux, très lettrés. Ils sont de très bons amis. Après notre premier vol, sur l'invitation de Corée du Sud, avec M. Volkov, on était là-bas. On a fait connaissance avec le premier cosmonaute chinois. Il se portait de manière assez officielle. J'ai oublié le nom de famille du cosmonaute chinois qui a fait sa première sortie extravéhiculaire en espace. Moi, je l'ai vu 4 ans après cet événement-là. Il nous a beaucoup raconté. On ne peut pas dire qu'il a eu une sortie extravéhiculaire à 100%. Et il nous a raconté, il m'a souhaité afin que moi, je puisse avoir ma sortie extravéhiculaire aussi. Mais en fait, c'était très drôle parce que moi, je l'ai déjà fait avant notre rencontre. C'est ça. Alors, Christelle... Sinon, ils sont de très bons amis, ils sont conviviaux, je crois qu'ils sont très bons. Ce n'est pas surprenant du tout. Christelle vous demande si vous pouvez citer un ou deux moments qui vous ont le plus marqué dans votre carrière de cosmonaute, qui n'est pas terminée. Les moments remarquables, soit ils sont liés au travail que j'ai fait, notamment s'il s'agit du travail lorsque l'on fait pour la première fois, ou sinon il y a des moments qui quand même sont liés à tous les membres de l'équipage parce que c'est quand même la vie, même si tu es au bord et en fait, on fait le dîner toujours ensemble ou on prend le déjeuner ensemble. Puis, à la fin de la semaine, nous sommes toujours ensemble. On fait des fêtes et ce sont des moments très conviviaux. Il n'y a rien de particulier pour que j'en dévoile là, mais quand même, à la différence de la vie sur Terre, nous nous entendons. Et si vous voulez, ce sont des relations très délicates. Et nous suivons, quand même, nous surveillons l'état émotionnel d'une autre personne. Et si jamais il arrive quelque chose, on peut lui donner un coup de main du point de vue émotionnel ou d'autre. C'est pour ça, ces relations-là, je crois que c'est un modèle excellent, c'est un modèle parfait pour toute l'humanité. Comment il faut vivre même sur Terre. A priori, on a quand même, ce sont des meilleurs souvenirs, ce sont des relations entre les membres de l'équipage. Alors Isabelle demande, est-ce qu'il y a un ou une astronaute non russe qui vous a inspiré ou que vous trouvez vraiment extraordinaire? Si on ne parle pas de cosmonautes russes, c'est Louis Armstrong et John Young, comme je vous ai déjà évoqué. Il y en a deux, Louis Armstrong et John Young. Oui, effectivement, des astronautes qui ont eu une carrière assez extraordinaire. Est-ce que vous connaissez Thomas Pesquet, notre cosmonaute français? Oui, bien évidemment. Nous nous sommes préparés ensemble à notre vol. Il a commencé un peu plus tôt, moi un peu plus tard. Lorsque je commençais ma carrière, moi j'ai eu la chance de communiquer avec Jean-Pierre Hénéré. Puis c'est son épouse qui a également appris le vol dans l'espace, puis Thomas Pesquet. Et lors de mon entraînement pour mon premier vol, excusez-moi, j'ai oublié le nom du cosmonaute français qui est allé dans l'espace avec module Columbus. J'ai oublié son nom malheureusement. Léopold Eyarts. Нет, совершенно верно. Oui, tout à fait.
Et Claudine Néré, elle nous suit actuellement, donc vous pouvez passer un petit bonjour si vous voulez. Ah, pas de problème. Je ne sais pas s'il me reconnaît parce qu'à partir de 2001, quand même, il y a presque 20 ans qui sont écoulés. Et alors, est-ce que Tatiana demande s'il y a de grandes différences dans l'entraînement des cosmonautes russes, par exemple, ou des cosmonautes d'autres pays, comme en France ou aux États-Unis, et est-ce que vous échangez vos expériences entre vous? Ну, конечно, я бы... Oui. Oui, l'entraînement est russe et l'entraînement européen, ils sont plutôt similaires. Puis l'entraînement aux États-Unis, c'est un peu différent. Il est un peu particulier parce qu'il y a moins d'examens, moins à passer, si vous voulez. Mais les derniers temps, quand même, ils ont augmenté le nombre de ces examens, mais lorsque tu t'entraînes en Russie ou en Europe, c'est presque pareil. On a quand même des cours, des pratiques, on a un travail sur les machines et puis on passe à part tous ces examens. Mais aux États-Unis, c'est l'inverse. En fait, à part, tu lis la théorie, puis tu t'entraînes sur la pratique, mais c'est un seul examen pour toutes les parties. En Russie, c'est l'inverse. Mais en fin de compte, le processus d'entraînement dans les pays différents, quand même, on voit l'assimilation dans tous ces processus et quand même, on voit que les meilleures approches, maintenant, elles sont sélectionnées et on a une très bonne compilation parmi toutes les approches. Et bah oui, comme je vous ai dit, l'entraînement russe et l'entraînement européen, elles sont presque similaires. L'américain, c'est différent. Mais toi, tu es un étudiant éternel à chaque fois, partout dans le monde. Alors, Amaury pose une question intéressante. Il revient sur la coopération avec la Chine et il demande si un jour il sera possible peut-être de voir un cosmonaute russe sur la station spatiale chinoise qui va très bientôt partir dans l'espace. Я бы лично это сделал с большим удовольствием. Moi, j'aurais pu le faire avec un grand plaisir. J'espère que des programmes comme ça, ils verront le jour. Juste la plus grande difficulté avec la langue. Je sais que Samantha, elle apprend la langue et elle a déjà fait une partie de son entraînement en Chine. À mon avis, c'est très passionnant. Moi, j'aurai le plaisir quand même de prendre le vol sur un vaisseau chinois, notamment que cette année, ils vont le faire, comme on le sait. Alors, Anna pose une question complexe. Elle vous demande si le patrimoine de l'espace a-t-il besoin d'être protégé? Selon vous, comment est-ce que les cosmonautes pourraient participer à la reconnaissance du patrimoine spatial? Как культурного? Ну, я думаю, только тем, что мы должны быть своего рода послами. Je crois qu'on doit être, dans quelque sorte, l'ambassadeur de notre mode de vie, de notre travail commun pour toutes les personnes qui sont sur Terre, afin de raconter comment les gens puissent vivre dans l'espace, quels sont les principes afin de créer, d'inventer et de construire cet ensemble d'appareils qui est bien compliqué. Et pour avoir cette expérience, je crois que c'est la partie la plus importante pour transmettre aux gens. Alors, Amaury, de nouveau, vous demande si vous auriez aimé voler sur une navette spatiale comme la navette spatiale américaine ou peut-être Buran. Ну, вы знаете, здесь, конечно, у каждого свои предпочтения. Oui, chacun a ses préférences. Правила одни.
Je crois que ce sont les mêmes règles. Je souhaiterais juste vous dire que le commandant, par exemple, d'un vaisseau spatial russe peut être uniquement le citoyen russe, donc la personne de nationalité russe. Moi, j'aime bien cette fonction, j'aime bien piloter le vaisseau, être le commandant. Pour le faire aux États-Unis, je crois qu'une personne russe ou une personne d'autre nationalité puisse être un commandant. Et comme je pourrais dire quand même de manière brève, ce sont quand même les passagers russes qui prennent le vol avec les Américains. Mais si quand même le commandant d'un vaisseau américain peut être une personne russe, moi j'aurais le plaisir quand même de prendre part. Mais sinon, si les règles sont les mêmes pour tous, moi, je préfère quand même prendre le vol sur un vaisseau russe parce que moi, je souhaite piloter afin d'être le participant actif et pas être juste un passager. Oui, je comprends. Alors, on a Mélina qui a 10 ans et qui vous demande si dans l'espace, vous arriviez correctement à dormir. Ну, конечно, потому что рабочий день у нас... Oui, bien sûr. On a quand même les heures de travail qui sont longues et puis tu es fatigué et tu as un sommeil comme toutes les personnes. On a des sacs de couchage spéciaux, on les accroche vers le corps et en fait on a une air climatisé. Et on espère que l'air climatisé marche bien, mais le sommeil, quand même, on n'a pas de problème avec le sommeil, on dort bien. Les sacs de couchage sont bien chauds, on y rentre. Parfois, quand même, c'est un peu bruyant, donc moi, je mets quelque chose dans mes oreilles afin d'avoir un très bon sommeil. Moi, je dors très bien. Alors, attendez, parce que j'ai un petit... Voilà. On a Catherine qui vous demande si, avec tous les progrès qu'on a fait en médecine, la récupération, la réhabilitation après les vols spatiaux est plus rapide aujourd'hui. Вы знаете, более быстрая она... Vous savez, oui, dans quelque sorte, c'est plus rapide, c'est en termes d'adaptation après l'atterrissage. Oui, grâce au progrès médical, tu peux être en forme assez vite. Par exemple, pendant le deuxième ou le troisième jour, tu es plutôt stable sur Terre, tu n'as pas de problème, même après un vol habité assez de longue durée. Mais pour parler quand même de réhabilitation, on voit qu'on a des pas en avant dans le domaine médical, mais il faut quand même du temps. Et il y a un aphorisme de la part d'un médecin. Ils disent le temps que tu as passé dans l'espace, c'est le même temps pour te restaurer pour la réhabilitation. C'est au moins 6 mois pour être en pleine forme après le vol, toujours, au moins 6 mois. Alors, j'ai constaté que avant les vols en Soyouz, les astronautes américains et les cosmonautes russes n'ont pas tout à fait la même préparation. Par exemple, parfois, les cosmonautes russes ont pendant un certain temps la tête en bas et certains exercices ne sont pas faits pour les astronautes américains. Et par exemple, dans l'espace, vous avez le système Chibis, qui permet d'aspirer le sang dans les jambes. Et les Russes font cet exercice, mais pas les autres. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas la même chose et est-ce qu'au final, les Américains et les Russes se récupèrent différemment? Знаете, мне сложно... C'est un peu compliqué pour parler de la part des médecins russes ou de la part des médecins américains. Oui, en effet, on a des entraînements statiques où, par exemple, où on est allongé et pour certains degrés, on nous fait, comme vous avez dit, la tête en bas. Et d'habitude, ce sont les degrés négatifs, par exemple.
les degrés de l'angle, moins 30 ou moins 45. Et grâce à ça, on s'habitue très bien à ce mode de respiration ou de notre position dans l'espace. Les Américains ne le font pas, mais si quand même ils prennent leur vol sur le vaisseau spatial Soyuz, ils ne refusent jamais cette technique. Ils ont le plaisir de s'entraîner tête en bas avec cette machine. Mais oui, en effet, le système Chibis, on l'utilise. Et suite à la gravitation, on a quand même, on sent pas très bien le sang qui coule dans la tête qui est en bas. Mais oui, nos médecins, ils croient que c'est obligatoire, le système comme Chibis. Tous les cosmonautes russes, ils passent par ceci afin d'avoir la meilleure réhabilitation. Et on met après les shorts spéciaux, pas que les Russes, les shorts de réhabilitation et même les astronautes américains, parce que ça aide beaucoup de faire circuler le sang pour la tête ou les parties qui se trouvent en eau. On ne sait pas quelle approche est la meilleure, mais je crois qu'on verra ce qui est mieux. Là, c'est ce qu'on utilise actuellement. Alors, tout à l'heure, vous disiez que l'important, ce n'était pas les records, mais c'était le travail qui était réalisé. Alors, Dominique vous demande si l'étude du climat de la Terre fait partie du programme de vos expériences. Николя, вы знаете, перевода не было. Peut-être que le traducteur ne m'entend pas. Nicolas, vous pouvez reprendre? Alors, je vais reposer ma question. Donc, Dominique demande si l'étude du climat de la Terre fait partie du programme de vos expériences. Alors, nous avons des appareils automatiques qui suivent les changements climatiques terrestres, mais ce qu'on fait manuellement, des expériences manuelles, nous suivons différents cataclysmes technologiques provoqués par l'homme ou alors nous suivons des événements extrêmes naturels. Nous avons des appareils qui peuvent être dirigés, maniés manuellement. Donc, on a beaucoup d'expériences de ce type-là. Alors, on a un petit scoop, puisque Claudie Aigneret, donc notre première cosmonaute française qui a également été ministre, figurez-vous, est sur le chat et me demande, Oleg Dmitrievitch, de vous transmettre toutes ses amitiés et tous ses remerciements. Et elle vous adresse ses vœux de réussite pour la suite des missions habitées sur l'ISS et sur la Lune. Et elle vous félicite à l'occasion du 60e anniversaire du vol de Yuri Gagarin. Merci beaucoup. Et je passe le bonjour aussi de Konstantin Koziev et de Victor Afanassiev. Je lui passe leur bonjour à notre amie française. Mais je suppose merci à elle. Je suppose qu'elle vous a entendu. Alors, Tatiana vous demande ce que vous pensez des théories plus ou moins sérieuses selon lesquelles les astronautes américains n'ont jamais marché sur la Lune. Vous savez, je ne crois pas à cela. Je pense que ça aurait été une trop grosse mystification. Hein. Je pense que ça aurait été éventé, découvert, hein, si ça avait été le cas. Je pense que les Américains ont marché sur la Lune et je n'en doute pas. Et on espère que les Russes le feront bientôt. Alors, Eri vous demande quel trait psychologique est le plus important pour être un bon cosmonaute.
психологические. Les traits psychologiques, alors, c'est la possibilité, la capacité de travailler ensemble, dans un collectif. Ça, c'est le plus important. Dans une équipe, travail d'équipe. Savoir se coexister dans un espace exigu pendant longtemps, ça demande beaucoup de qualité. Hein. Les gens doivent être sensibles, compréhensibles, éveillés. Et ce n'est pas facile. Je veux bien le croire. Alors, ce n'était pas une question, c'est un commentaire de Paul qui vous dit bravo et merci Oleg. Vous nous donnez beaucoup d'énergie et de courage pour accomplir nos propres missions sur Terre. Et alors, merci beaucoup. Je pense être arrivé à la fin des questions. Donc Marina, à moins que vous en ayez d'autres, peut-être que je vais m'arrêter là, tout simplement. Peut-être que je vais m'arrêter là. Ah non, ce n'est pas une question. Si, une question intéressante de Thiers qui nous dit, qui vous demande qu'est-ce que vous diriez aux gens qui pensent que les vols habités dans l'espace sont une perte de temps et une perte d'argent? Vous savez, j'aime beaucoup lire les romans de science-fiction. J'aime Shege. Et quand les gens disent que c'est une perte de temps, vous savez, il y a une expression de Shege intéressante. Comment expliquer à un aborigène pourquoi la flèche n'atteint pas le soleil? Il faut connaître beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses. Et il faut connaître l'histoire, la physique, les mathématiques, la philosophie. Et si une personne donc s'y connaît, il ne faut pas démontrer à cette personne pourquoi on fait des vols dans l'espace. Pourquoi on le fait? Pour avoir des connaissances, pour que notre civilisation devienne vraiment cosmique, pour qu'on puisse survivre en tant qu'humanité, en tant qu'espèce humaine, pour beaucoup de choses, hein, pour améliorer notre état de connaissance. Et donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça n'a pas besoin d'être démontré. Hein.